Psaume 104, verset 14 nous dit « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Il, c'est Dieu, le Créateur, qui soutient sa création. Il produit de la nourriture pour les animaux et pour les humains. J'aimerais vous parler aujourd'hui de nutrition. Savez-vous que nos choix alimentaires ont une incidence importante sur notre corps et notre esprit? Et c'est pour ça que c'est en relation avec nos études bibliques, parce que quelque part, il faut aussi s'occuper du corps pour que notre esprit soit en bonne santé. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si notre corps est le temple de notre esprit, c'est donc un devoir sacré de l'entretenir, de le soigner, de lui donner le bon combustible pour son fonctionnement optimal. Le sang qui circule dans le corps, dans nos reins, notre œil, est le même que celui qui circule dans notre cerveau, siège de nos fonctions cognitives, volitives et spirituelles. Nous entendons des messages variés, et souvent en contradiction au sujet de la nutrition la plus adéquate. On nous dit que les graisses sont mauvaises, que les hydrates de carbone sont bons mais il ne faut pas en abuser, il faut manger cru, il faut éliminer les glucides, etc. Tellement d'écoles. On se demande quand tous ces messagers vont-ils s'entendre ensemble pour envoyer un juste message à ceux qui veulent savoir. Depuis le temps que nous vivons sur cette planète, 6000 ans selon la chronologie biblique, comment se fait-il que l'on n'ait pas encore arrivé à une expérience positive et concluante dans ce domaine? Quel pourrait être le signe que notre nutrition est bonne? On devrait voir des gens sains, en bonne santé, dont la longévité et la qualité de vie sont remarquables. Savez-vous que ces gens existent? Différents groupes ont été étudiés, en particulier les gens d'Okinawa qui vivent dans une des îles japonaises. Ils sont pour beaucoup centenaires. Les gens de Sardaigne en Italie et les adventistes du 7e jour. Quel est le dénominateur commun de ces groupes? Eh bien, d'abord, ils font de l'exercice, ils sont toujours actifs, ils mangent des aliments dans leur état naturel, étant pratiquement végétariens, ils consomment peu ou pas de viande, ils sont très sociables. Dans cette vidéo, nous aborderons la meilleure nourriture du point de vue de l'équilibre du pH ou potentiel hydrogène, c'est-à-dire l'équilibre acido-basique dans le corps. Nutrition et santé. Alors, nous venons de parler de l'équilibre du pH, de l'équilibre qu'on appelle de l'acido-basique dans le corps. Mais qu'est-ce que ce pH? Quand on dissout de l'acide dans une solution, des ions hydronium se dégagent. Et quand on dissout des bases dans une solution, il y a plutôt des ions hydroxydes qui se dégagent. Ce qui, en français courant, veut dire qu'une solution est acide, la première, et l'autre est basique ou alcaline. On a donc des ions hydroxydes qui se dégagent. Voici un petit schéma qui décrit l'échelle du pH, justement. Depuis le plus acide, qui est 0, au plus alcalin, qui est 14, et au milieu, c'est la neutralité, c'est le 7. Pour vous donner une idée, ce qui est très très acide, par exemple, c'est l'acide sulfurique. C'est le minéral le plus acide. On pourrait citer ensuite le calcium, qui est le minéral le plus alcalin,
Et au milieu, le 7, bon, ben, il n'y a pas grand-chose qui est 7 juste, hein, en général. Bon, par exemple, la cellule, elle est environ à 6,5 de pH, et le sang aux alentours de 7,35 et 7,4. Le pH du sang. Alors, si le pH est à 8, par exemple, vous voyez le schéma, 7,35 à 7,4. On pourrait dire, oh, 8, c'est pas mal. Mais à 8, on est déjà dans le coma et on va mourir par alcalose. Mais si le sang, par exemple, est à un pH de 7,2, pas beaucoup inférieur donc à 7,35, on tombe aussi dans le coma et là, on meurt par acidose. Donc, vous voyez, c'est très précis, hein. Le corps est heureusement une machine merveilleuse, munie de mécanismes qui permettent de maintenir ou de ramener ce pH à son équilibre constamment. 2 de nos organes s'occupent sans cesse de maintenir le bon niveau, sans lequel on va mourir tout de suite ou faire un coma. Nos poumons, alors c'est le premier organe qui permet de régulariser et de réguler le pH. Pourquoi respire-t-on si fort et si profondément quand on fait de l'exercice ? Parce que nos cellules ont besoin de plus d'oxygène pour nous délivrer plus d'énergie. Là, ça change le pH, bien sûr. Quand l'oxygène et le glucose sont brûlés, il y a un relâchement de CO2 dont on doit se débarrasser parce que ça déséquilibre le pH. En effet, si le CO2 augmente dans le sang, l'acidité augmente aussi, on se trouve en acidose. Voilà pourquoi on respire très profondément pour garder l'équilibre du pH dans le sang. Maintenant, le deuxième organe qui permet de régulariser aussi le pH, ce sont les reins. Leur travail est absolument fascinant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu et j'aimerais citer le proverbe 14, verset 6, que j'ai déjà cité dans d'autres vidéos, où il est dit que la connaissance est facile pour celui qui comprend, celui qui a de l'intelligence. Donc, je vais vous expliquer la fonction rénale. Si vous la comprenez mieux, vous allez pouvoir mieux agir par rapport à votre santé. Il y a dans le rein une unité, la plus petite unité de filtration qui s'appelle le néphron et qui à l'intérieur contient la capsule de Bowman. C'est là que le sang passe pour être filtré. Les déchets générés lors de cette filtration sont éliminés par la vessie. La structure du rein est divisée en 2 couches en quelque sorte. Il y a la médulaire qui est au centre et puis la corticale ou le cortex qui est à l'extérieur. Dans la médulaire, vous avez plutôt tous les tubes, et dans la corticale, les unités de filtration. Alors, revenons maintenant au pH. Si le sang devient acide, tout de suite il y a un signalement, c'est au niveau des tubules que le pH du sang est testé. Si le pH est acide à ce niveau-là, l'acide excessif va être éliminé dans l'urine. Si le pH est alcalin, l'acide excessif, au lieu d'être éliminé, est retenu ou réabsorbé dans le sang pour maintenir l'équilibre que l'on appelle d'ailleurs l'homéostasie. C'est ainsi que le rein contrôle et équilibre constamment le pH et les niveaux de sodium, d'eau, ainsi que la tension artérielle. Beaucoup de personnes souffrent de déshydratation. Elles ne boivent pas leurs 6 à 8 verres d'eau par jour et de plus, elles boivent du café, plusieurs tasses par jour ou du thé, ce qui les déshydrate encore plus puisque ces produits-là, le thé, le café, sont diurétiques. Si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, apprenez à le faire peu à peu, même si c'est un demi-verre à la fois tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes, si vous les répartissez dans la journée, jusqu'à ce que vous sachiez que vous avez pris la quantité requise. Parce que nos reins en ont besoin pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir éliminer, et donc pour permettre de maintenir l'homéostase. Alors maintenant, après le sang, parlons du pH de la cellule. Si le pH du sang ne peut subir de variation, celui de la cellule par contre peut être aux alentours de 6,5. C'est un peu acide, mais il y a une raison à cela. Selon les aliments et donc les minéraux apportés au corps, on aura un pH plus ou moins acide. Si l'on apporte beaucoup d'acide sulfurique, on aura un pH vraiment acide. Si on apporte beaucoup de calcium, on aura un pH alcalin. Dans un jardin, le jardinier teste le pH de l'eau
pour voir si elle est trop acide. Par exemple, si elle est trop acide, les racines des plantes risquent d'être brûlées. Si l'eau est trop alcaline, la vitesse de reprise des minéraux contenus dans l'eau est lente et la plante ne peut s'en alimenter. L'acidité, par contre, est nécessaire à la rapidité des échanges, que ce soit dans notre corps ou dans la nature. Vous vous souvenez que vous testez souvent l'eau de votre piscine. Vous ne voulez pas avoir de la corrosion ou des algues qui poussent dans l'eau. Donc, vous connaissez l'affaire du pH. Il en est de même dans notre corps. Si le pH n'est pas adéquat, les maladies s'installent. Alors, pour quelques exemples, je vous donne quelques exemples de pH. Voyez, le Coca-Cola a un pH très acide. D'ailleurs, on s'en sert pour nettoyer les moteurs ou les toilettes. Enfin bon, voilà. C'est donc très toxique. Le pH à 6,5, eh bien c'est ce qu'on a vu, c'est l'espoir du jardinier, c'est aussi l'idéal pour la cellule et pour les plantes. Et le pH à 5,5, là, la maladie commence à se développer. On peut avoir des champignons, des levures, des éruptions cutanées, le cancer, de l'hypertension, du rhumatisme, de l'insomnie, de l'arthrite, de la nervosité. Vous voyez, c'est grave. Bon, ça s'installe à la longue, bien sûr. Intéressant quand même, parce que j'ai noté que le pH du sol et celui de la cellule sont identiques. Et ça me fait penser que la Bible nous dit que nous sommes poussière. La poussière du sol, le pH du sol et le pH de la cellule. Voilà, enfin, une petite anecdote, mais un petit clin d'œil en passant. Le cancer aime l'acidité, le sucre et l'absence d'oxygène. C'est pourquoi il nous faut alcaliniser les tissus. Alors je vous dirai tout à l'heure comment le faire. Si le pH baisse d'un point, même si c'est d'un point, de 6,5 à 5,5, cela signifie 60% de moins d'oxygène disponible au niveau cellulaire. Ce sont les conditions où la maladie se développe. Et d'ailleurs, l'acidité dans les tissus est le terrain idéal pour le développement de bien des maladies, particulièrement, vous connaissez l'arthrite, et quand on commence à avoir des doigts qui gonflent ou des genoux qui font mal et qui gonflent, voilà, c'est l'acidité. C'est pourquoi, vous comprenez, nous devons à tout prix maintenir une alcalinité normale du sang. Si le corps manque de base, il ne pourra pas neutraliser les poisons organiques liés à l'activité cellulaire et les minéraux acides. Une nourriture saine doit être principalement alcaline en majorité et permettre même de faire des réserves alcalines. La proportion naturelle dans un corps sain devrait être de 4 parts alcalins pour une part acide, ou ça correspond à 80% d'alcalinité pour 20% d'acidité. Donc, dans ce on va voir comment obtenir cette proportion dans la nourriture. Avec une telle proportion, le corps a une bonne résistance contre la maladie et en cas de maladie, il récupère plus vite. Je ne veux pas aujourd'hui parler d'autres choses qui permettent de régulariser le pH, mais je veux surtout parler d'alimentation. Donc, on va voir quels sont les aliments acidifiants et quels sont les aliments qui sont plutôt alcalinisants. Nous allons donc maintenant regarder aux aliments et laissez-moi vous rappeler avant cela une loi fondamentale du mouvement. C'est la loi fondamentale du mouvement de Newton. À toute action, il y a une réaction égale et de sens opposé. Cette loi, vous voyez, ne cesse jamais d'agir. Elle est un égalisateur, un correcteur de la nature, mettant en mouvement des forces compensatrices pour remédier à tout déséquilibre. Vous voyez comme notre corps est bien fait. Et en quelque sorte, si nous, on ne fait pas attention à pourvoir à ce que ces forces compensatrices puissent remédier à un déséquilibre, eh bien on va se trouver avec des maladies. Donc c'est la vraie cause des maladies, vous voyez, c'est pas seulement les virus, les microbes, c'est la cause profonde du terrain qui est déséquilibré. Alors nous allons maintenant procéder à regarder ce tableau et à le commenter. Je commencerai par les aliments alcalinisants. Alors le citron, vous voyez, il est acide quand on le prend dans la bouche, même dans l'estomac, il est un petit peu acide, il est acide, mais une fois digéré, et quand ces minéraux ont été dispersés dans la circulation sanguine, il a un effet alcalinisant, car il contient beaucoup de minéraux alcalins,
Ceux-ci sont le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Vous voyez aussi pourquoi il faut avoir un bon équilibre minéral. Les légumes à feuilles vert foncé. Elles produisent aussi de l'alcalinité, et beaucoup. Ça, c'est un moyen de régulariser tous les jours votre alcalinité. Il est important d'en manger chaque jour pour ne pas s'acidifier. Comme on consomme souvent plus d'aliments acidifiants, il est particulièrement important, et j'insiste, d'ajouter des légumes verts, très vert foncé même, pour maintenir le pH. Si le repas un jour n'en comporte pas, ce qui peut arriver, alors prenez de la spiruline. C'est une algue qui est riche en tous ces minéraux et qui est vert foncé. Les légumes autres, en général, sont excellents. On peut peut-être faire une petite remarque pour la tomate, le poivron, les aubergines, les pommes de terre, qui appartiennent à la famille des solanacées. En effet, ces légumes peuvent avoir un effet acidifiant pour certaines personnes sensibles, tandis que pour d'autres, ils sont normalement alcalinisants. Certains les éliminent de leur régime et s'en trouvent mieux par rapport à leur génétique. Par exemple, ils ont une génétique d'arthritisant ou de rhumatisant. Si le poivron, par exemple, vous visite toute l'après-midi, comme c'est mon cas, après un repas qui en contient, c'est qu'il vaut mieux vous en passer. Écoutez donc votre corps à ce sujet. En arrêtant les solanacées complètement, certaines personnes ont pu se défaire complètement de leur arthrose et de leur arthrite. Je dirais un autre petit mot sur la tomate toute seule. Cuite avec de l'huile d'olive, elle dégage du lycopène, qui appartient à la famille des vitamines solubles dans les graisses, et c'est un puissant antioxydant pour lutter contre des produits qui s'appellent des radicaux libres et qui endommagent nos cellules. Il a la capacité de réduire l'inflammation, et en particulier dans la prostate. Alors, je parlerai maintenant des céréales. Alors, vous avez des céréales alcalinisantes, et puis il y en a aussi des acidifiantes. Alors, laissez-moi vous parler du blé d'abord. Le blé que Dieu avait fait, à l'origine, s'appelait en France langrin ou Einkorn en allemand. C'est notre petit épeautre, je ne sais pas si vous connaissez cela. On voit maintenant parfois des pains au petit épeautre. Enfin, quand on connaît un petit peu la nutrition, on en a entendu parler. C'est une céréale panifiable, mais sa teneur en gluten est faible. Ce gluten comporte des protéines assez équilibrées en acides aminés essentiels, mais sa structure est fragile, ce qui fait que on fait un pain au petit épeautre et il est plus friable que le pain au blé normal. Plus tard, on a fait des hybridations de langrin avec une graminée et cela a donné ce qu'on appelle l'amidonier en français. On dit émer en anglais. C'est à partir de cette céréale, Triticum turgidum, que dans les années 50, on a hybridé le blé que l'on a actuellement. Cette hybridation du blé a créé un gluten dont la structure est extrêmement complexe, si bien que certaines personnes ont du mal à digérer ou décomposer cette structure en acides aminés simples. Cela explique toutes les intolérances au gluten que l'on rencontre aujourd'hui. Il faut dire que peut-être dans les années 50, ça ne nous faisait pas beaucoup d'effet, mais maintenant qu'on est devenu beaucoup plus fragile, on est sensible à tout, alors on voit se multiplier les intolérances au gluten ou même parfois même des allergies au gluten, donc par exemple comme la maladie cœliaque. Alors, bien sûr, nos agriculteurs apprécient ce blé, ils le préfèrent, c'est pour ça qu'il est produit en grande quantité, car ils en obtiennent un meilleur rendement qu'avec des blés anciens. Et puis c'est vrai que ça a permis de nourrir beaucoup de populations quand il y avait, après la guerre, il y avait des carences alimentaires, etc. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut-être vous concerne, parce qu'il y a tellement de gens qui sont intolérants. Comment reconnaître une intolérance au gluten ? 2 signes principaux, la confusion mentale et les flatulences ou les ballonnements. Pour être tout à fait complète, je dirais qu'on a aussi hybridé l'amidonier et obtenu le grand épeautre, dont vous avez peut-être entendu parler plus facilement, dont la structure du gluten est assez bonne, surtout une fois que le levain a agi dessus pour transformer ce gluten et l'amener à la simplicité de langrin ou petit épeautre.
Vous voyez dans mon tableau les fruits. Alors, quelques remarques sur les fruits. Les fruits sont alcalinisants. En présence, par exemple, d'infections fongiques, si vous avez une infection à champignons ou à levure, il vaudra mieux éviter les fruits, car levure et champignons se nourrissent de sucre, et particulièrement le sucre des fruits, et relâchent de l'acide acétique, de l'acide lactique, de l'acide urique et de l'alcool. Cette personne qui se trouve dans ce problème se retrouve dans un environnement acide dont le pH peut être à 5,5, là où les levures aiment vivre. De plus, l'alcool qui est produit par cette fermentation en cas d'infection fongique, cet alcool produit de l'acétaldéhyde qui est un neurotoxique, donc toxique pour nos cellules nerveuses. Alors après les aliments alcalinisants, parlons des aliments acidifiants. Les minéraux acides sont, eux, le phosphore, le sulfure, le chlore principalement. Les aliments riches en ces minéraux sont acidifiants. Alors je vais vous en donner la liste. Bien sûr que vous ne mangez pas directement du phosphore, directement du sulfure, directement du chlore, mais dans tous nos aliments, il y a des petites quantités. Mais à la longue, vous comprenez, ça peut faire varier notre pH. La viande, par exemple, une fois digérée, se décompose en acides aminés simples et de nombreux acides tels que l'acide urique, l'acide hippurique, sulfurique, phosphorique. Donc vous voyez le phosphore, le sulfure, le chlore. Tout ça, c'est contenu dans ces produits qui sont éliminés par la décomposition des acides aminés de la viande. Et voilà, ça peut vous expliquer pourquoi cet aliment est acidifiant. Ces acides sont la cause de nombreuses maladies. Vous connaissez la goutte, l'arthritisme, les calculs rénaux. Le régime carné est aussi responsable d'épaissir le sang, ce qui stresse les artères du cœur, et ça va fabriquer des maladies cardiaques. Et enfin, les reins humains ne sont pas équipés comme ceux du chien, qui peuvent éliminer facilement l'acide urique et tous ces acides. Par exemple, un chien a des reins équipés pour éliminer 10 fois plus d'acide urique que nous. Donc lui, il peut manger de la viande, il est carnivore, c'est sa nature, tandis que l'être humain n'est pas carnivore de nature. Peut-être on l'étudiera un jour, mais il est plutôt apparenté au singe sur le plan anatomo-physiologique, et il est plutôt un frugivore. Alors, comment maintenir un bon pH grâce à l'alimentation? Vous allez me dire, puisque je vous ai presque fait peur, n'est-ce pas? Donc maintenant, voyons comment nous pouvons remédier, ou en tout cas maintenir un bon pH, être en bonne santé sans avoir tous ces problèmes. Après toutes ces considérations, le maintien d'un bon pH à 6,5, c'est l'idéal. Faut-il considérer les aliments acidifiants comme des ennemis? On ne va pas dire vraiment comme cela. On va dire que pour répondre à cette question, il faut savoir que l'idéal et l'équilibre peut être maintenu par la consommation de 20% seulement d'aliments acidifiants pour 80% d'aliments alcalinisants. Donc dans votre assiette, chaque jour, il devrait y avoir surtout des aliments alcalinisants. Donc la liste du côté droit. Alors, parlons des 20%. Ces 20% doivent être de préférence, alors les 20% acides, qui conduit à l'acidité, peuvent être choisis parmi les céréales, les oléagineux, les légumineuses qui sont citées dans mon tableau. Mais faut éviter trop de viande parce que ça donne beaucoup plus d'acidité, ainsi que le Coca-Cola, comme on l'a dit, le café, etc., tout ce qui est cité donc dans le tableau. Le riz, l'avoine, le seigle sont de bonnes céréales. On a besoin d'acide aussi, mais en quantité moindre. Les pois chiches aussi, les haricots secs sont aussi de très bons aliments que l'on ne consomme pas tous les jours. D'une manière générale, en France et dans le monde, peut-être pas dans le monde, parce que j'ai vécu dans des pays pauvres où les gens mangeaient très bien équilibrés à ce niveau-là. Les gens mangent en Europe, dans les pays riches, 90% d'aliments acidifiants et seulement 10% d'aliments alcalinisants, parce que beaucoup oublient les fruits et les légumes. Alors regardez votre caddie, qu'est-ce que vous avez dans votre caddie quand vous sortez du supermarché? Est-ce qu'il y a que plein de choses alcalinisantes ou plein de choses acidifiantes?
Ceci explique donc l'explosion des cancers, des maladies cardiaques et bien d'autres choses, et la sensibilité aux infections et au Covid et à tout cela. Alors laissez-moi revoir avec vous un petit peu ce tableau. Parmi les éléments acidifiants, vous avez la viande, le sucre. Je ne vous l'explique pas, mais c'est comme ça. Le blé, on l'a vu. Les fromages vieillis, vous savez, qui ont fermenté pendant des mois. La caféine, l'alcool, le tabac. Et puis tous ces aliments que j'ai dit, les haricots secs, les céréales à gluten sont plutôt acidifiants, mais en mangeant des quantités moindres peut-être que les autres, et de toute façon, il nous faut de l'acide. Donc, on peut consommer plutôt ces aliments-là, les haricots secs, les céréales à gluten, les oléagineux, plutôt que ce qui est en haut, qui va avoir tendance à être beaucoup plus acidifiant. Les aliments alcalinisants, ou alors aussi, qui posent d'autres problèmes, pour le cœur, pour les reins, etc. Alors maintenant, les aliments alcalinisants, on a parlé du citron, des légumes verts foncés, vous connaissez le cal, le chou cal, le persil, les blettes, les épinards, la spiruline, l'orge germée, les autres légumes qui sont alcalinisants, avec la restriction des solanacées pour ceux qui sont sensibles, les fruits en général, les lentilles, le soja, les fèves de lima, vous pouvez y aller, vous pouvez manger, là, ça c'est alcalinisant. Le millet, le quinoa, ce sont des céréales moins connues, il faut apprendre à les préparer, mais on voit maintenant, même dans les grandes surfaces, des petites salades au quinoa ou au sarrasin, vous voyez, ça commence le pain à l'épeautre, on commence à voir ces produits-là, même dans les grandes surfaces. Les oléagineux, amandes, noix du Brésil sont les meilleurs, et toutes les graines, sésame, tournesol, courge, lin, chia, je vous invite à en mettre chaque jour dans votre salade, ou bien de les avoir chaque jour sous la main, parce qu'elles vont vous permettre de rééquilibrer votre pH, même si vous mangez de la viande de temps en temps. Alors, j'aimerais prendre une petite image. Vous connaissez l'hortensia avec ses grosses fleurs bleues, rose clair, rose foncé, elles sont un plaisir pour la vue. Comment le jardinier fait-il pour obtenir ces différentes couleurs? C'est toujours la même plante. Eh bien, il joue sur le pH du sol pour produire ces différentes couleurs. Comme le jardinier, vous pouvez jouer sur votre pH, le pH de votre sol. Je veux parler de vos cellules, de votre terrain, de votre milieu intérieur, pour créer votre santé ou bien vos maladies. Il y a quelqu'un qui a dit il y a très longtemps, on creuse sa tombe avec ses dents. Peut-être que c'est vrai, n'est-ce pas? L'idée, c'est de manger plus de légumes, plus de verdure. Ainsi, même si vous mangez d'autres choses qui sont moins bonnes, vous rétablissez votre pH pour que votre santé jaillisse ainsi que celle de votre famille. Mais je vous dirais quand même un petit mot de prudence. N'allez pas assommer votre famille de vos nouvelles connaissances. Les gens n'aiment pas qu'on les enseigne. Ne dites rien, mais élaborez, si vous avez été convaincu par cette vidéo, la plus belle nourriture saine, des repas appétissants. Et quand on viendra vous demander comment vous avez fait cela, alors vous pourrez parler. Alors rappelons que les gens qui vivent longtemps mangent des aliments frais, vivants, crus ou cuits, simplement. Il y a bien longtemps, Hippocrate avait dit que ton aliment soit ton médicament. N'est-ce pas la sagesse même? Mais cependant, bien avant Hippocrate, Dieu avait donné à l'homme sa nourriture. En Genèse 1,29, il avait dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Laissez-moi analyser un tout petit peu ce verset parce que peut-être qu'en l'entendant une seule fois, ça paraît un petit peu difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est une herbe qui porte de la semence et qui est à la surface de la terre? Eh bien, on peut dire, vous avez déjà vu un grain, un épi de blé, le riz, le maïs, les céréales, le sarrasin, l'orge, l'avoine, tout ça. Ce sont des herbes qui portent de la semence, ainsi que le soja, par exemple. C'est une herbe qui porte de la semence, les haricots, les lentilles. Et puis le fruit, du fruit d'arbre, alors ça c'est plus facile à comprendre, portant de la semence, vous mangez le fruit des arbres. Ça comporte aussi les oléagineux, comme les noix, les noisettes, les amandes, etc.
Donc, aux origines, Dieu nous avait donné un régime végétal, très bienfaisant, très alcalinisant, et c'est donc rassurant. Pourquoi je dis ça? Quelle sécurité dans ces paroles? En effet, si Dieu lui-même a donné le plan, ne vaudrait-il pas mieux le suivre et remercier notre Père céleste pour notre pain quotidien? Pourquoi ne pas laisser jaillir de notre cœur cette prière « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » et le remercier de le faire encore?